Bonjour, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un très grand plaisir que j'introduis aujourd'hui ce 12e rendez-vous du GHU dédié aux actualités en infectiologie. Euh, le rendez-vous vient à point nommé. Il nous permet de faire d'abord un tour d'horizon des avancées de prise en charge que les services des maladies infectieuses du GHU promeuvent. Mais il nous permet aussi de mettre en avant tout le travail unique, pionnier, qu'ont réalisé les services de maladies infectieuses du GHU à Saint-Louis, à La Riboisière, à Bichat, avec la médecine de ville pour rendre plus efficace, plus proche des attentes patients, les prises en charge, mais aussi la prévention. Et je remercie les modérateurs de ce rendez-vous, Jean-Michel Molina et Pascal Biltz, le président de la CPTS du 19e, qui représentent finalement à eux deux l'alliance que nous avons su créer au fil des années pour une évolution adaptée des prises en charge des patients. C'est donc avec un grand intérêt, un grand plaisir et pourquoi pas le dire, une grande fierté aussi, tant les équipes du GHU ont innové que nous écouterons cette première partie sur l'évolution des prises en charge avec les interventions des soignants, mais aussi de patients. Et évidemment, nous sommes en mai 22, nous venons de vivre et de faire face à 2 années d'épidémie Covid, et comment ne pas aborder ce sujet au cours de ce rendez-vous dédié à l'infectiologie. C'est donc à juste titre le choix des organisateurs qui vont présenter la réalité Covid sous 2 angles qui me semblent particulièrement importants et intéressants. L'angle recherche et c'est thérapeutique et les difficultés que nous avons pu rencontrer, et puis l'angle dédié à la pédiatrie. Nous appartenons à un groupe hospitalier universitaire qui concentre des services hospitalo-universitaires de premier rang en maladies infectieuses, en médecine interne et en lien avec les disciplines associées, urgence, réanimation, greffe, immuno, microbio, EOH, etc. Et cette concentration en services cliniques et biologiques a permis de constituer une offre structurée, mais une offre structurée aussi avec les partenaires de ville et avec également, ce qui n'est pas sur cette thématique anodin, en lien étroit avec les autorités sanitaires régionales, je pense évidemment à l'ARS, comme les autorités sanitaires nationales, et en particulier la DGS. Et c'est ce qu'il faut poursuivre sur les soins et la clinique. Tout comme il faut poursuivre, consolider la puissance de feu, j'allais dire, de recherche qui est la nôtre et qui est reconnue comme l'une des premières de France. Et les complémentarités des équipes du groupe hospitalier universitaire, leur volonté de bâtir ensemble font de nous un acteur essentiel. Je me permets de le rappeler. Et en lien avec les partenaires de l'Université de Paris-Cité et évidemment notamment l'Institut Pasteur. Et s'il y avait besoin d'éléments de preuve à apporter à cette puissance de feu, à cette volonté de construire ensemble, je pourrais citer évidemment les projets de réponse commune, et en particulier de l'Institut des maladies émergentes que nous portons pour l'appel d'offres qui vient d'être lancé sur les prochains IHU, mais quoi qu'il en soit, dans la perspective du futur campus avec cet Institut des maladies émergentes. Bref, c'est cette dynamique que je suis heureux de partager avec vous tous aujourd'hui lors de ce 12e rendez-vous du groupe hospitalier universitaire, et je ne doute pas, compte tenu une fois de plus de notre positionnement, de la richesse de nos échanges, et je vous remercie toutes et tous de votre participation active. Merci. Je vais peut-être reprendre la parole. Merci, monsieur le directeur, pour cette introduction et puis cette bienveillance vis-à-vis de l'infectiologie. Il est vrai que dans le GHU, il y a effectivement plusieurs services qui travaillent, en très bonne entente avec des projets communs, vous allez le voir. Vous avez souligné l'importance du lien avec la ville. Eh bien, c'est effectivement
pour nous un enjeu fort et on l'a vu avec le Covid. Et j'étais d'ailleurs à ce titre hier soir à la réunion du CPTS du 10e arrondissement, donc j'ai pu également échanger avec mes collègues à cette occasion. Alors, le programme qu'on a préparé aujourd'hui a deux grandes thématiques et ce programme, on l'a établi avec le professeur Albert Faye du service de pédiatrie à Robert Debré et le professeur Yazdan Pana qui devait pas pouvoir se joindre à nous, mais il m'a envoyé un petit message, donc il est quand même là à nous écouter, il pourra intervenir, je pense, pendant la discussion. Et de ce fait, on est avec le professeur Angoulevent, le professeur Ghosn et le docteur Biltz pour présenter ces actualités. On a choisi d'avoir deux parties, deux thématiques différentes qu'on souhaitait mettre en avant, une sur le VIH, on va commencer par celle-ci, et une autre sur le Covid, bien évidemment, c'est une thématique bien d'actualité. On voulait commencer par le VIH et sur le VIH, mettre en avant deux activités qui ont permis aux infirmières de développer, vous allez le voir, des programmes tout à fait intéressants. Et je vous propose de leur laisser la parole. On entendra ensuite Monsieur Roux, qui est cadre à Bichat, parler des nouvelles thérapeutiques injectables. Et puis, on aura le témoignage de patients également, d'utilisateurs de ce qui a été mis en place sur les sites de Saint-Louis, Lariboisière et Bichat. Et donc, je vous propose qu'on donne la parole à Bénédicte Lose et Iris Bichard, qui sont toutes les deux infirmières à Saint-Louis et qui ont chacune, vous allez le voir, développé des programmes originaux. Alors, elles sont très stressées, je peux vous dire, par cette présentation, qu'elles ont travaillé avec beaucoup d'ardeur. Et donc, voilà, ne soyez pas stressés, soyez naturels, Bénédicte et Iris. On va essayer. Voilà, et on vous écoute. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut mettre ma présentation? Ça y est, ça y est. D'accord. Donc, moi, je vais vous présenter le protocole de coopération que l'on a mis en place en consultation des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Louis, qui a été signé le 1er décembre par Monsieur Hirsch. Et à ce jour, nous sommes 4 infirmières en cours de formation afin de pouvoir adhérer à ce protocole et de le mettre en place dans le service. C'est pourquoi on a écrit donc ce protocole. Je vais vous expliquer un petit peu la genèse de cette écriture. Peut-être qu'on peut revenir sur la première diapositive, parce que là, on est déjà sur la seconde. Je ne sais pas qui passe les diapositives. Je ne vois pas, moi. Vous les voyez, vous, les diapositives, ou pas? Moi, je ne les vois pas, moi. Ah, ça, c'est un problème. Là, on est sur la seconde. Là. Déjà sur la seconde. C'est pas grave, je vais regarder sur l'ordinateur d'Iris. Donc, comme je disais, on va parler un petit peu de chiffres. Chaque année, il y a de nouvelles infections par VIH qui sont diagnostiquées. Certes, il y en a eu moins par rapport aux années précédentes, mais c'est sûrement dû par la diminution de l'activité de dépistage due à la pandémie, au premier confinement. Mais elle peut être aussi également due à une moindre exposition du VIH liée aux mesures de distanciation sociale. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, quand même, il y a eu 30% des infections à VIH qui ont été découvertes à un stade avancé, ce qui constitue une perte de chance en termes de prise en charge individuelle et un risque de transmission du VIH aux partenaires avant la mise sous traitement antirétroviral. Et l'Île-de-France est la région la plus touchée par l'épidémie du VIH. Suivante, s'il vous plaît. Non, la diapo suivante, moi, je ne peux pas la mettre. Ça y est, elle y est. Non, je ne l'ai pas. Bon, nous, on ne l'a pas, c'est pas grave. Donc, l'intérêt, c'était de communiquer au vu de ces chiffres de la prévention combinée. C'est une stratégie de lutte contre le VIH, mais aussi des autres IST. En fin de compte, c'est la possibilité de combiner plusieurs outils de prévention en fonction de sa situation, de ses besoins, de ses pratiques ou de son mode de vie. Donc, la prévention combinée, elle repose sur l'utilisation des préservatifs, du traitement post-exposition, des dépistages avec des TROD, des sérologies, des autotests, avec le TASP, et aussi avec la réduction des risques, là, on avait mis le matériel à usage unique, mais Iris va vous en parler, et la PrEP. Alors, la PrEP, qu'est-ce que c'est? C'est un traitement préventif qui permet d'éviter une infection par le VIH lors d'un rapport sexuel. Cela consiste… on va attendre que nous mettre les diapositives. Ouais. Là, je ne sais pas qui les fait avancer. C'est pas moi. C'est bon, c'est bon. D'accord.
Alors, la PrEP, c'est un traitement préventif qui permet d'éviter une infection par le VIH en cas d'exposition lors d'un rapport sexuel. Ça consiste à une prise de médicaments, plus exactement une bithérapie d'antirétroviral. Il y a plusieurs recherches qui ont prouvé l'efficacité de la PrEP. Il y a IPREX aux États-Unis, Partners PrEP au Kenya, Ouganda, PROUD au Royaume-Uni. Et chez nous, on a mis en place, il y a un petit bout de temps, l'essai ANRS Hypergay. Ces essais, ils ont bien confirmé l'efficacité de la PrEP et ils ont aussi montré que le risque de contamination est infime quand le médicament est bien pris selon le schéma indiqué. Donc, les schémas, les modalités de prise de la PrEP, il y en a deux. Il y a la prise en continu sur la diapo suivante, s'il vous plaît. Vous l'avez? Oui. Donc, c'est-à-dire on prend le traitement tous les jours à la même heure. Et on a aussi la prise à la demande, c'est-à-dire uniquement lors des périodes d'activité sexuelle. C'est-à-dire qu'on démarre la PrEP en prenant 2 comprimés en même temps, entre 2 heures et 24 heures avant le premier rapport. Puis on poursuit en prenant un comprimé 24 heures après cette première prise, puis un dernier comprimé 24 heures après la seconde prise, et toujours à la même heure. Et si on a des rapports sexuels sur plusieurs jours, on continue à prendre un comprimé par jour, toujours à la même heure. Passer la diapositive. Là, on est en décalage sur la présentation des diapositives. Voilà, ça, c'est ce que… Okay. Vous arrivez à voir les diapositives? Ça, c'est en continu. Moi, je ne les vois pas du tout. Ah, quand même. Bon, OK. Là, on est à la demande, c'est bon. Ouais. Mais on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qu'il faut savoir, on estime à l'heure actuelle 50 000 usagers qui ont eu une première initiation à la PrEP, c'est-à-dire une primo-prescription. Et à ce jour, 30 000 seulement utilisent la PrEP. Ce nouvel outil qui est disponible face au VIH peine à atteindre un seuil intéressant pour infléchir les nouvelles contaminations. D'où la réflexion et la nécessité d'élargir une offre de soins beaucoup plus importante afin de toucher un plus grand nombre d'usagers en tenant compte des limites actuelles, notamment une saturation en termes de consultation médicale par rapport à la demande. Avec tous ces éléments, il nous est apparu évident que le protocole de coopération devenait nécessaire. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, pourquoi un protocole de coopération et pas la création d'un poste infirmière en pratique avancée ? C'est une question que l'on s'est posée. Mais le domaine d'action de l'infirmière en pratique avancée vise les pathologies chroniques stabilisées, l'oncologie, la maladie rénale, la psychiatrie, la santé mentale, mais pas dans le domaine de la prévention et des maladies infectieuses. Donc, il était nécessaire d'écrire ce protocole de coopération médecin-infirmière. D'ailleurs, ce protocole, il a été écrit à plusieurs avec le docteur Hugues Cordel et Delphine Leclerc, qui sont à l'hôpital Avicenne dans le service du professeur Bouchot. Et nous l'avons écrit avec le docteur Claire Pintado. On peut passer de diapositive, s'il vous plaît? Bon. Lors de l'écriture de ce protocole, nous avons défini bien sûr les principaux objectifs qui sont d'élargir l'accès à la PrEP en proposant des consultations infirmières afin d'offrir aux populations à risque d'infection par le VIH une meilleure couverture et de mieux répondre à une demande en constante augmentation. Et à terme, bien sûr, réduire le nombre de nouvelles contaminations par le VIH en France. En pratique, là on est en retard. Voilà. C'est bon? Oui, ça y est, j'avais une diapo d'avance. La diapo suivante, s'il vous plaît. Non? C'est pas grave. En pratique, des prérequis sont nécessaires afin d'adhérer à ce protocole pour les infirmières, donc avoir une ancienneté de diplôme d'État au moins de 2 ans. Une formation théorique de 40 heures sur les différentes thématiques nécessaires pour la prise en charge des usagers de PrEP. Donc, ça va être des thématiques donc, sur le VIH, la PrEP, les IST, l'addiction, les santé sexuelle, la vaccination, la législation. Et une formation pratique de 15 heures en consultation. Alors, tout d'abord en observation, puis après en binôme avec le médecin et ensuite en supervision. Ce qui est important, c'est que ce protocole de coopération, il doit s'intégrer dans un projet de service
et le chef de service doit nous accompagner en collaboration avec nos instances supérieures. Alors concrètement, qu'est-ce que les infirmières vont réaliser lors de ces consultations? Avant tout, les usagers de la PrEP sont au courant que ce sont des infirmières formées qui vont mener cette consultation. Pendant cette consultation, il y aura toujours la présence d'un médecin référent à la PrEP qui permet de répondre aux questions infirmières. Si lors de l'entretien, il y a un élément médical qui ne permet pas la poursuite de la PrEP ou il y a un souci de prise en charge pour une IST. Donc, là, on est revenu sur la diapo d'avant, mais là, vous pouvez revenir sur la suivante. Bénédicte, ça va aller comme ça. Je pense que comme on a un temps qui est relativement contraint, voilà, il faudrait essayer de… Oui, en fin de compte, oui, là, la dernière diapo, c'est seulement le déroulé, c'est toutes les thématiques qui vont être abordées durant la consultation. Et donc là, j'arrive à ma dernière diapo. En fin de compte, nous sommes pratiquement toutes prêtes. Les 4 infirmières, là, nous sommes prêtes à commencer cette consultation. Nous n'avons plus qu'un examen à passer là, début juin. Et nous avons déjà commencé à faire de la pratique en binôme avec nos médecins dans le service. Voilà, merci. Merci beaucoup, Bénédicte. Alors, c'est vrai qu'on a quelques petits problèmes techniques là, pour passer les diapositives. Ça retarde un petit peu les choses. Je vais demander à chaque personne d'essayer de respecter son temps. Là, on avait dit 5-6 minutes par présentation. Et sans transition, on va passer la parole à Iris pour nous parler des consultations de réduction des risques. Bonjour à tous, je suis Iris Richard, infirmière et attachée de charge clinique dans le service des maladies infectieuses de Castelnuy. Et je vais vous parler des consultations dédiées au chemsex que nous avons mises en place en 2019. Il faudra parler bien près du micro, Iris, parce qu'on ne vous entend pas très bien. Alors, qu'est-ce que le chemsex? Le chemsex correspond à l'usage de substances psychoactives, donc catinone, GHB, méthamphétamine, au cours des rapports sexuels, afin d'en augmenter l'intensité et la durée. D'après la littérature internationale, la pratique du chemsex toucherait entre 15 et 50% du fil actif, selon le type d'établissement dans les différentes publications, donc patients VIH positifs ou PrEPers. Cette pratique peut notamment être associée à un risque accru d'IST, de pathologies psychiatriques et de dysfonction sexuelle. Ces produits peuvent être consommés de différentes manières, par voie orale, par voie rectale ou par voie intraveineuse, ce qu'on appelle le SLAM. Donc les différentes associations, les différents problèmes entre guillemets engendrés par le chemsex nous ont amené à mettre en place des consultations pour aider les personnes souhaitant engager un travail sur leur pratique. C'est pourquoi nous avons mis en place des consultations dédiées en 2019. Donc, 3 infirmières ont été formées spécifiquement par le docteur Alexandre Aslan, qui est infectiologue, sexologue et psychothérapeute. Donc, il nous a formés à des techniques de réduction des risques pour accompagner les personnes souhaitant engager un travail sur leur consommation. Donc, nous proposons 4 demi-journées par semaine ces consultations, qui correspondent à 10 consultations hebdomadaires, et ce sont des rendez-vous d'1 heure. Donc, comment est-ce que les patients nous sont orientés? Ils nous sont orientés par le biais des médecins majoritairement. Donc, au cours des consultations, les médecins posent 6 questions aux patients, qui sont les suivantes. Utilisez-vous des produits pour avoir du sexe? Quelle est votre substance préférée? Comment vous l'administrez-vous? Passez-vous un bon moment dans ce contexte? Êtes-vous OK avec votre niveau de consommation de produits? Quand a eu lieu votre dernier rapport sexuel sans aucune drogue? Et enfin, souhaiteriez-vous en parler à un spécialiste? En fonction de ses réponses et de son souhait, le patient est ensuite réorienté vers l'infirmière et vers les consultations spécialisées. Donc, comment se déroulent ces consultations? Donc, au cours du premier rendez-vous, la consultation dure 45 minutes. Et ce premier rendez-vous va évaluer la demande du patient. Il y a 4 possibilités pour le patient, donc 4 objectifs qu'il peut se fixer, soit l'abstinence, soit faire une pause, soit consommer de manière plus sûre, soit il souhaite simplement faire un point sur ses consommations pour faire un point sur les risques, etc. Donc au cours de cette consultation et au cours des autres consultations suivantes, on détermine à chaque fois un objectif réalisable et surtout personnalisé. Et associé à cela, nous mettons en place et nous réévaluons à chaque fois des moyens d'action pour faire face au craving, le craving étant le besoin irrépressible de consommer. On met également en place un scénario compensatoire de la non-consommation pour compenser et pour aider les patients à faire face aux envies.
Si au bout de 3 objectifs, si le patient a atteint ces 3 objectifs, nous stoppons l'accompagnement tout en notifiant au patient qu'on reste disponible s'il y a quoi que ce soit, évidemment. Et si par contre 3 objectifs n'ont pas été atteints ou bien s'il y a une suspicion de comorbidité, qu'elle soit psychiatrique, addictive ou sexologique, dans ce cas-là, nous réorientons vers le médecin référent, la psychiatre ou le psychologue du service. Donc, tous les professionnels du service sont formés à la problématique, ce qui nous permet de bénéficier d'un véritable parcours de soins dédié et véritablement approprié. Donc 2 ans après la mise en place de ces consultations, on a pu faire un bilan. Entre septembre 2019 et septembre 2021, 515 consultations de réduction des risques ont été réalisées dans le service pour 156 patients d'âge moyen 40 ans. 78% des patients sont revenus à au moins une consultation. Et d'après une enquête que nous avons réalisée auprès de nos patients et à laquelle 96 patients ont répondu, 83% auraient réduit les risques liés à leur consommation et 84% recommanderaient la consultation de réduction des risques à un ami ou à une personne se trouvant dans la même situation. C'est donc un bilan positif. Nous proposons donc une offre de soins complète et spécialisée pour les personnes souhaitant travailler sur leur pratique de consommation. Le fait de proposer un parcours de soins dans un lieu familier et unique constitue un intérêt majeur pour les patients et nous avons une forte demande de prise en charge. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je reste disponible si vous avez des questions. Merci beaucoup, Iris. Donc, vous avez compris, ces consultations-là, elles s'adressent aux personnes qui sont soit déjà affectées par le VIH, soit qui sont engagées dans une prise en charge de prévention du VIH, des consultations PrEP. Alors, on va passer la parole, on fera une petite synthèse à la fin pour prendre des questions. Passer la parole à M. Frédéric Roux, qui est cadre dans l'équipe de Bichat, du professeur Yazdan Pana, et qui va nous parler des nouveaux traitements injectables pour le VIH depuis quelques mois seulement. Vous avez le micro coupé. Voilà, c'est bon. Oui, est-ce que vous nous entendez là? Vous entend à peu près. Il faut probablement vous rapprocher du micro de votre ordinateur pour qu'on vous entende bien. Un problème de micro, nous, ici. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Frédéric Roux, je suis le cadre de l'ambulatoire au SMIC à Bichat et je suis accompagné de Ludovic, un de mes infirmiers. Je voulais remercier la patiente, une de nos patientes qui est présente aujourd'hui, et également tous mes collègues de la recherche clinique et leur cadre, Sylvie Legac, pour le travail qui a été fait en antériorité. Voilà. Bonjour à tous, je suis Ludovic Berthelot, infirmier au sein de l'ambulatoire au SMIC. Je vais donc parler de la jeunesse de traitement antirétroviraux injectable au sein du secteur de l'ambulatoire du SMIC. J'ai participé avec 3 de mes collègues infirmières, Aurélie Sina, Nafi Olouchi et Marina Exarchopoulos. Alors, vous savez, je me permets de vous interrompre parce qu'on ne vous entend pas très bien. Comme votre collègue n'a pas le masque, je me demande si on vous entendait pas mieux sans le masque. Voilà. Donc, à partir du moment où voilà, on respecte la fenêtre ouverte. Trois de mes collègues infirmières, Aurélie Sina, Nafi Olouchi et Marina Exarchopoulos, au protocole de recherche clinique Caricel entre fin 2020 et fin 2021. Cette cohorte de 31 patients avait pour objectif d'évaluer l'acceptabilité des injections par la bithérapie cabotegravir et rilpivirine chez les personnes vivant avec le VIH et la pérennisation dans le soin courant par les professionnels de santé. Nous avons reçu un apport théorique par Mme Françoise Douny, technicienne d'études cliniques, ainsi qu'une formation pratique par le Dr Antoine Bachelard, médecin d'études cliniques. En effet, il s'agit d'une séquence d'injections en intramusculaire profonde dans chaque fesse, spécifiquement dans le muscle moyen fessier, zone recommandée car loin des nerfs et des vaisseaux sanguins majeurs. Ces produits sont donc arrivés fin novembre sur le marché. Je vais passer la parole à M. Frédéric Roux, donc, qui va parler de la partie un peu plus réglementaire et organisationnelle au sein de la consultation. Donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, les traitements donc, sont arrivés fin novembre sur le marché. Donc, on a travaillé en collaboration de manière pluridisciplinaire avec la pharmacie d'un protocole de dispensation.
Donc, avec tout d'abord une première dispensation qui est faite aux patients à la PUI. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, il y a un enregistrement de toutes les données en lien avec la CPAM. Puis, nous, on a par la suite une dotation hebdomadaire des traitements dans le service. Et également, on a travaillé sur une fiche de liaison service pharmacie qui nous permet donc d'avoir cette dotation hebdomadaire en fonction des rendez-vous. Ensuite, on a déterminé des plages horaires pour réaliser les injections. Donc, on a 3 plages actuellement ouvertes. Donc, le mardi, le lundi. Le mardi après-midi, le jeudi matin et le vendredi après-midi. Voilà, l'ensemble de l'équipe paramédicale des consultations pour le moment a été formée à la technique. Et j'ai créé également un outil Excel pour permettre le suivi des injectables. Et également, on a mis en place avec le professeur Gaune une protocolisation des prélèvements sanguins nécessaires au suivi. La diapo suivante. Donc on s'est adapté en fait aux demandes des patients par rapport aux différentes consultations. Donc, avec des patients qui parfois avaient des problématiques d'observance ou d'éducation. Donc, on a répondu rapidement à ces problématiques-là en mettant en place des consultations d'éducation thérapeutique avec une formation de toutes les infirmières qui interviennent au niveau de l'éducation thérapeutique pour en fait avoir le même discours. On a également créé des outils de suivi, c'est-à-dire un petit carnet de suivi qui peut être remis aux patients par rapport aux différentes dates d'injectables. On a également mis en place un accueil personnalisé des usagers avec en fait un accueil vraiment personnalisé dans un box dédié avec une planification des rendez-vous. Chaque patient, lorsqu'il vient pour sa première injection, repart avec ses 3 rendez-vous. Il y a l'explication des différentes étapes, comment il doit aller à la pharmacie, qu'est-ce qui va se passer au prochain rendez-vous, les prélèvements. On répond bien entendu à leurs questions et comme je le disais, si c'est nécessaire, on les oriente vers l'éducation thérapeutique. Donc on s'adapte par rapport au rendez-vous, au rythme et à la vie du patient. Diapo suivante. Donc, comme je disais, l'équipe paramédicale des consultations est entièrement formée. À l'heure actuelle, on a 122 patients qui reçoivent des traitements par voie injectable. Ce qui a été également mis en place, c'est qu'on a été une structure de conseil et de partage de savoir auprès d'autres centres hospitaliers. Également, on va former les IDE du secteur ambulatoire et d'hospitalisation à la pratique des injectables. Également, il y a eu une présentation à la demande de l'association AIDE, l'antenne de Paris 8, de notre organisation et répondre aux questions face à cette nouvelle thérapeutique. Et également, on peut être amené à répondre à des questions, notamment sur l'injection en elle-même auprès des libéraux. Diapo suivante. Moi, en tant que manager, en fait, ça m'a permis aussi de renforcer les liens entre les équipes. Ça m'a permis aussi la collaboration de tous, une prise d'initiative, une responsabilisation et une autogestion, parce que c'est eux, en fait, qui vivent le protocole qu'on a rédigé tous les jours et qui ont permis de faire avancer ce protocole, également de vraiment renforcer les liens entre les différentes équipes. Voilà, merci. Merci beaucoup. Alors, je crois qu'on va passer maintenant la parole à des usagers de notre système de santé sur Bichat, je crois. Et je ne sais pas si on a quelqu'un sur Saint-Louis également ou sur la Rivoisière. Monsieur Roux, vous avez, je crois, un témoignage. Nous avons une patiente ici dans la salle. Ah, dans la salle, très bien. Donc, alors, madame, on vous donne la parole alors. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté de témoigner. Merci, si je peux l'aider.
Alors, quel a été votre parcours où vous êtes pris en charge? Alors, moi, mon parcours, c'est que j'ai découvert ma séropositivité. Je devais avoir 31 ans, j'en ai 51 aujourd'hui. J'ai découvert par hasard, par une simple prise de sang, parce que j'étais très fatiguée, j'étais pas très bien. J'ai découvert que c'est mon ancien compagnon qui m'a transmis le VIH. Et donc, par contre, à l'époque, il n'y avait pas toute cette prise en charge, il n'y avait pas tout ce suivi, donc j'étais un peu livrée à moi-même. Et donc, il a fallu que je cherche par moi-même des médecins, un hôpital, enfin, il a fallu que je fasse des recherches par moi-même, en fait, me débrouiller toute seule, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et c'est très bien. Donc, grâce à ces recherches, il y avait l'hôpital Bichat, justement, qui proposait des soins pour les patients atteints du VIH. Donc, j'y étais, je me suis dit, allez, il faut que j'y aille, sinon bah, j'aurais eu un problème, en fait, au niveau, on va dire, morbide, puisque j'étais vraiment apparemment à un stade très, très avancé de la maladie, et ce que j'ignorais totalement. Donc, on m'a présenté le docteur Gestin, d'ailleurs Christine Gestin, que je salue, qui m'a aidée depuis ces 20 dernières années, parce que ça fait quand même 20 ans que je connais le docteur Gestin, qui m'a conseillé, qui m'a aiguillé, qui m'a réappris, on va dire, à vivre aussi, puisque quand vous apprenez que vous avez le VIH, pour vous, c'est la fin du monde, comment vous expliquer, pour vous, c'est bon. Vous voyez, il n'y a pas d'avenir, en fait. Il n'y a pas du tout d'avenir. Et donc, elle m'a proposé aussi d'aller voir un psychologue, qui m'a beaucoup aidée. Et par la suite, j'ai fini par accepter cette maladie. Je vis avec. Aujourd'hui, je l'occupe totalement. Je vis comme tout le monde, en fait. Je tombe malade comme tout le monde. Et je suis bien, en fait. Je suis bien. Je n'ai pas de maladie plus que d'autres personnes. Et docteur Gestin m'a proposé il y a 2 mois de faire, donc après la trithérapie que je n'ai pas trop supporté, après les médicaments où je prenais une prise par jour, où c'était nickel pour moi, c'est comme si je prenais la pilule du matin et puis hop, après on passait à autre chose, on ne m'en parlait plus. Et il y a 2 mois, elle m'a proposé les injections. Donc aujourd'hui, plus aucun médicament, plus rien. Bon, il y a un peu d'effets secondaires, on va dire, mais ça, j'en parlerai directement avec elle ou avec Monsieur Roux, puisque je l'ai rencontré. Mais aujourd'hui, je vis bien. Je suis heureuse, on va dire, pas d'avoir la maladie, mais heureuse, je vis normalement comme une personne lambda. Donc, merci. Merci. Merci beaucoup. Et si je peux vous poser une question, c'est de savoir dans quelle mesure ces produits injectables là, ont pour vous changé vraiment les choses par rapport aux comprimés que vous preniez jusqu'ici. Vous trouvez que c'est une amélioration de votre qualité de vie, ça, de ne plus avoir à prendre des comprimés? Oui, parce que je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Donc, j'ai tendance, voilà, il ne faut pas que je les oublie. Donc, j'ai cette psychose. Si je pars en vacances, j'oublie mes médicaments. Ou exemple, je ne sais pas, il y a un problème d'avion, je ne peux pas prendre l'avion, et je me dis, je n'ai pas pris mes comprimés, ça devient une vraie psychose, en fait. Psychologiquement, ça ne va pas du tout. Alors que là, on sait qu'il y a une injection et que la prochaine est dans 2 mois. Donc, voilà, c'est vraiment c'est un plus. C'est un plus. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a peut-être quelques minutes pour répondre à des questions, s'il y a des questions parmi les personnes qui nous écoutent là aujourd'hui ou parmi les autres membres du panel. Alors, je ne sais pas comment les participants peuvent poser des questions, peut-être dans l'icône discussion. Exactement. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions. On a quelques minutes avant qu'on aborde le deuxième thème qui est celui du Covid. Donc, si on reste encore quelques minutes sur le VIH. Donc, il y a une question qui est posée sur les effets secondaires que vous ressentez avec les injections. Vous en avez parlé brièvement. Vous pouvez nous dire si les piqûres, ce n'est pas trop douloureux. Voilà. Quelqu'un qui ne craint pas les piqûres, donc ça, ce n'est pas un souci.
Si vous voulez, c'est une fois que l'injection est faite, c'est le produit qui se diffuse dans le corps. On a très très mal à cet endroit, mais peut-être 1 heure ou 2 heures après, donc ce n'est pas tout de suite. Donc ça a été sur la première injection. La seconde injection, j'ai eu aussi la même chose, sauf que j'étais un peu groggy, je ne sais pas comment vous expliquer, j'étais complètement j'étais fatiguée et je me dis, mais je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est dû à l'injection? Est-ce que c'est moi qui sortais du Covid, était faible à ce moment-là? Donc, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Donc, ma 3e injection sera dans 1 mois normalement. Donc, il n'y a que dans 1 mois où je pourrais être sûre que ce n'est pas, pas ces injections ou c'était le Covid, je ne peux pas vous dire. D'accord, mais en dehors de la fatigue que vous avez ressentie et les douleurs au moment de l'injection, vous n'avez pas eu le sentiment d'avoir d'autres effets secondaires liés au traitement? Moi, je conseille, c'est les personnes qui font cette injection, est-ce que moi, je ne fais pas du tout d'ailleurs, c'est de se reposer, c'est-à-dire au moins de prendre une journée. Voilà, c'est de prendre une journée, de se reposer. Moi, je vais directement travailler, en fait, ce qui n'est pas bon. Et c'est là où les douleurs commencent, donc je force. Alors, comment vous expliquer les douleurs? Imaginez-vous le vaccin contre le Covid, quand on vous l'injecte, vous avez cette douleur au niveau du bras. Là, vous les avez sur les hanches, mais puissance 10 en fait. Mais moi, on m'a conseillé de marcher, c'est ce que j'ai fait. Donc, ça atténue la douleur. Donc, j'ai pas mal marché. Donc, vu que j'étais au travail, donc j'ai tendance à pas mal bouger. Donc, ça m'a atténué la douleur. Mais il suffit que vous arrêtez de faire cet effort-là, que la douleur revient, en fait. J'espère que les douleurs là, ne reviendront pas aux futures injections. On a la même expérience sur Saint-Louis. On a quelques patients qui sont sous traitement comme ça, injectables depuis plus de 2 ans maintenant et qui sont très, très satisfaits, à vrai dire. Et il semble qu'après les premières injections, les douleurs ont quand même tendance à largement diminuer, voire beaucoup de personnes que nous suivons nous disent qu'elles n'ont plus du tout de douleur lors des injections suivantes. Donc, j'espère que ça sera votre cas aussi prochainement. Aussi, mais bon, je regrette pas les injections, même si j'ai ce petit moment de douleur, c'est pas grave. J'y vais, je préfère les injections que les comprimés. Donc aujourd'hui, je ne fais aucun comprimé, quoi. J'ai 0. Donc je préfère. C'est parfait. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant que je passe la main au professeur Ghosn et au professeur Engoulevent pour parler Covid. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'en vois une qui est arrivée, peut-être une dernière avant qu'on change de thématique. Alors, ah oui, quel est le profil épidémiologique de la charge virale de ces patients? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je peux peut-être répondre, mais il n'y a qu'une seule combinaison qui soit disponible par voie injectable qui associe 2 médicaments et c'est destiné aux personnes qui sont déjà parfaitement contrôlées avec un traitement en comprimé. Donc, voilà, il y a quelques précautions quand même à prendre avec ce traitement parce que c'est une bithérapie. Il faut s'assurer que les gens n'aient pas une co-infection par le virus de l'hépatite B, qu'il n'ait pas de résistance qui a été acquise au cours du temps vis-à-vis des médicaments qu'on va utiliser, mais avec ces réserves, on a une efficacité qui est remarquable avec ces traitements. Et c'est vrai que pour beaucoup de personnes, ça change les choses parce que de prendre des comprimés souvent rappelle aux personnes qu'elles sont infectées par le VIH, alors que par ailleurs, les personnes sont en bonne santé, en tout cas pour une bonne proportion d'entre elles. Et c'est vrai qu'une fois que vous avez l'injection, vous êtes tranquille, vous n'avez plus rien à faire pour les 2 mois qui suivent, avec une tolérance même biologique de ces médicaments qui est également excellente. Donc, il n'y a pas de risque de complications à long terme avec ces molécules. Voilà, écoutez, je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas, et puis je vois l'heure qui tourne quand même. Alors, pour qu'on ait assez de temps pour aborder la deuxième partie qui concerne le Covid, je propose qu'on s'arrête là pour le VIH, quitte à ce qu'on prenne des questions à toute fin. Donc, merci beaucoup aux intervenants sur cette thématique. Et puis, c'est avec plaisir que je passe la parole au professeur Ghosn et au professeur Engoulevent. Merci beaucoup Jean-Michel. Bonjour à toutes et à tous. Jade Ghosn, je suis médecin en maladies infectieuses à Bichat. Et dans cette deuxième partie, on va aborder d'une part
la conduite des essais thérapeutiques pendant l'épidémie Covid. Et c'est Sylvie Legac, qui est coordinatrice du Corévi Île-de-France Nord et coordinatrice de la recherche clinique au SMIC Bichat, qui va vous parler de ça. Et on aura une deuxième partie sur le Covid et la pédiatrie avec François Engoulevent et quelqu'un de son équipe. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Sylvie Legac pour aborder avec vous les limites et les difficultés auxquelles on a été confrontés pour mener les recherches en pleine épidémie de Covid. Bonjour à tous et à toutes. Déjà, nous tenons à remercier vivement les organisateurs de donner la parole au personnel de la recherche clinique. Ça contribue ainsi à une réelle reconnaissance nécessaire de nos métiers. La présentation qui suit a été faite avec l'ensemble de l'équipe, aussi bien de la recherche clinique du SMIC et du Corévi Île-de-France Nord. Diapo suivante, s'il vous plaît. Comme vous l'ont très bien décrit aussi bien Bénédicte, Frédéric, Ludovic, c'est que les avancées dans l'innovation thérapeutique est essentielle et passent par la recherche clinique. Sans recherche clinique, on n'aurait pas d'avancée aussi spectaculaire. Juste avant de commencer, la recherche clinique au SMIC avant la pandémie était composée essentiellement de techniciens d'études cliniques et ce métier-là a été créé justement, spécifiquement pour aider à mettre en place et le suivi des essais cliniques. Des médecins d'études cliniques également qui sont issus souvent, qui ont une bourse par l'Agence nationale de recherche contre le sida, d'un data manager, de secrétaire. Les études cliniques les thématiques qui étaient abordées avant, bien sûr, le Covid, étaient essentiellement sur non seulement le VIH, mais les outils de prévention, IST, VIH et antibiothérapie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, la pandémie a vraiment eu un impact immédiat sur la conduite des essais en cours concernant les autres pathologies que la Covid. Une réorganisation a été vraiment nécessaire. Nous avons suspendu les inclusions dans les études en cours. Ceci a entraîné un recul de l'accès à l'innovation. Par exemple, on pense que l'autorisation de mise sur marché des injectables aurait pu être faite au moins 1 an avant. Toutes les visites médicales sur site ont été remplacées par des téléconsultations. Les bilans biologiques qui normalement sont centralisés ont été faits dans les laboratoires de proximité, ce qui a entraîné un surcroît de travail pour les techniciens d'études cliniques pour avoir toutes les données. Nous avons mis également des procédures pour poursuivre le traitement protocolaire, des envois à domicile, etc. Et des fois, il a fallu faire des changements de lieu de recherche afin de limiter les déplacements de la personne qui se prête à la recherche, tout en continuant une prise en charge de qualité optimale pour les patients. Alors, limites et difficultés, quand il a fallu mettre les études, il a fallu former en urgence tous les renforts que nous avons eus sur les exigences et le respect des bonnes pratiques cliniques, afin de garantir non seulement, bien sûr, la sécurité des patients qui sont inclus dans les études, mais la véracité des résultats. Il a fallu gérer une équipe, ça c'est un peu une équipe élargie, donc de techniciens d'études cliniques et de médecins d'études cliniques, car quand le SMIC a été submergé, tous les patients étaient répartis dans la tour, dans tous les services. Pour les TEG, ça a été aussi se mettre rapidement à acquérir de nouvelles connaissances en physiopathologie et également dans les examens biologiques. Avec l'absorption d'activités Covid, en plus du maintien d'activités de recherche, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors là, on a mis dans limites et difficultés, mobilisation plus de l'équipe, parce que on y reviendra tout à l'heure, le statut, à l'heure actuelle, le statut du personnel de la recherche clinique ne peuvent pas travailler ni le week-end, ni faire des heures supplémentaires. Également, il y a eu beaucoup d'interrogations, de craintes sur le risque infectieux par le personnel. Sur la gestion des consentements, par exemple, est-ce qu'on devait le décontaminer? Combien de temps? On le laissait dans un endroit? Enfin, ça a été beaucoup de questionnements et d'inquiétudes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pareil, et le soutien logistique n'a pas du tout été immédiat pour le matériel de prélèvement, les papiers, les photocopies. Il a fallu, j'ai envie de dire, racler un peu les fonds de tiroir. Répondre bien sûr à toutes les sollicitations urgentes de tous les promoteurs parce que c'était la course, parce qu'il fallait trouver un traitement, parce que c'était, comme disait le professeur Yazdan-Pana, c'était la guerre et il fallait se battre. Et bien sûr, répondre aux exigences des protocoles
de façon habituelle, d'autant plus là où on a eu affaire quand même à des personnes très âgées, épuisées, et où il fallait signer le consentement en 3 exemplaires. Tout ça, bien sûr, c'est pour trouver un traitement, pour pouvoir répondre à cette urgence. Il a fallu aussi encore s'adapter pour intégrer tous les changements de prise en charge des patients, tout le suivi logistique. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Et il y a eu quelque chose de très, très important. Il y avait vraiment des divergences de priorité avec le personnel de l'unité d'hospitalisation. Le personnel de la recherche clinique a dû se faire accepter. C'était quelque chose qui était assez douloureux parce que les exigences de la recherche clinique étaient parfois déstabilisantes dans l'organisation des soins. Et le personnel d'hospitalisation avait des fois un sentiment d'ingérence de la recherche dans la prise en charge du patient. Et puis, de notre côté, pareil, manque de communication en temps réel vis-à-vis des paramédicaux, car fallait s'adapter et puis on n'avait pas le temps de communiquer, enfin, c'était la course. Et on a dit, au-delà, la mise en exergue de la non-reconnaissance du personnel de recherche, alors pas du tout par nos pairs, loin de là, mais par tout le personnel hospitalier. Et de notre statut, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire nous n'avons pas le droit de travailler les week-ends, nous n'avons pas le droit de faire des heures supplémentaires. Et en pandémie, la recherche clinique est quand même en première ligne et peut-être faudrait réviser les statuts avant qu'arrive, hélas, une autre pandémie. Et puis, il faut souligner quand même que la médiatisation et les divergences entre les scientifiques sur la recherche clinique ont eu quand même un impact négatif sur le recrutement des personnes dans les essais à la 2e et 3e vague. Diapositive suivante. Néanmoins, quand même, il y a eu de très belles choses et des actions il n'y a eu pas que des difficultés. Bien sûr, il y a eu le renforcement de cohésion d'une équipe qui était déjà expérimentée et heureusement qu'elle était expérimentée. On a eu vraiment de l'aide extérieure, beaucoup de bénévoles. La DSAP nous a donné quand même 2 idées qui ont été réaffectées à notre unité de recherche. Tous les internes, tous les externes ont été vraiment mobilisés pour aider à rentrer les données lors de la première vague Covid. Ça a donné le recrutement aussi de 3 techs supplémentaires à la fin de l'année 2020, qui sont certes encore en CDD, mais toujours présentes. Et en 2021, il y a eu une création d'un poste de technicien pour faire une collaboration transversale avec les urgences. Ça a permis une meilleure visibilité de la recherche clinique au SMIC, notamment en hospitalisation, où les cadres de l'époque, aussi bien Florence Millon que Sandrine Gérard, ont essayé de donner une visibilité et créer du lien avec la recherche. On a eu une collaboration renforcée avec tous les autres services, la REA notamment, la pneumo, et on a formé les infirmières aux bonnes pratiques cliniques, et ça, c'était vraiment aussi intéressant parce qu'elles ont pu se rendre compte un peu de la rigidité de ce que c'est qu'un essai clinique. Et on a eu également un élan de solidarité tous ensemble vis-à-vis de la Guyane notamment, où quand nous étions au creux de la vague et eux au début de la vague, nous sommes partis en binôme pendant 3 mois à tour de rôle pour pouvoir inclure les patients dans les études. Diapositive suivante. Nous avons également amélioré notre communication. Alors ça, c'est grâce au projet qualité de vie. On a diffusé un trombinoscope du personnel de la recherche dans tout le service. Petit clin d'œil au visage de la PHP où je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de la recherche, mais également des outils tels que des classeurs, des mémos. Il y a eu aussi, ça c'est vraiment un super boulot, de nomination d'infirmiers référents en recherche clinique, 2 en ambulatoire et 2 en hospitalisation. Vous avez pu voir tout à l'heure Ludovic qui en fait partie. Et puis on va mettre au point des réunions d'information sur quoi neuf de la recherche clinique au SMIC. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, on va dire que effectivement, le Covid-19 a mis à l'épreuve la conduite d'essais thérapeutiques dans un service hospitalier qui a été confronté à cette pathologie en première ligne. Malgré les obstacles rencontrés, la recherche a pu être réalisée de façon optimale grâce à vraiment la collaboration de tous les acteurs qui ont pu mettre en place ensemble une amélioration continue des pratiques. Elle a permis aussi de valider ou d'invalider des options thérapeutiques, ce qui conduit à choisir des traitements de référence. Aujourd'hui, la prise en charge d'un patient atteint de Covid-19 n'est plus du tout la même qu'elle l'était en mars 2020, et ça, c'est grâce à la recherche. Elle a prouvé qu'elle est essentielle dans la riposte contre les pandémies et qu'elle contribue à une prise en charge optimale du patient. Au total, nous avons inclus à ce jour 906 patients dans des cohortes institutionnelles, 203
dans des essais institutionnels ou industriels, dans des essais thérapeutiques. Et je crois que c'est l'occasion vraiment de remercier toutes les personnes qui se prêtent à la recherche clinique, car sans eux, il n'y aurait vraiment pas d'avancée thérapeutique. Voilà, un grand merci de votre attention. Merci beaucoup, Sylvie. On va tout de suite passer à la partie pédiatrie. On verra après si on a un peu de temps pour des questions. Donc, François, à toi. Oui, bonjour à tous. Merci effectivement de l'organisation de ce beau rendez-vous sur l'infectiologie. En effet, l'infectiologie pédiatrique a aussi été concernée par le Covid. Et donc, je vais donner la parole au docteur Naïm Ouldali, qui en ce moment travaille à Montréal et qui, depuis le début de la pandémie Covid, a énormément publié avec l'ensemble des équipes du GHU, l'équipe de Robert Debré, mais également l'équipe de Dumouriez et un peu plus loin, l'équipe de l'Anvers. Naïm, est-ce que tu peux partager ton écran ou est-ce qu'on peut passer ton diaporama, peut-être? Alors, pour l'instant, je n'ai pas les droits pour partager, donc comme vous voulez. Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Je vais en 10 minutes essayer de passer en revue l'évolution majeure sur le plan épidémiologique qu'on a observé sur les 2 dernières années. Donc, le premier aspect sur les infections virales, j'insisterai sur le VRS. Pour le côté bactérien, je vais donner l'exemple du pneumocoque. Je donnerai un petit mot sur la dette immunitaire et puis enfin, on essaiera de tirer quelques leçons et d'ouvrir des perspectives pour les années à venir. Diapositive suivante. Donc, sur le plan virologique, assez rapidement après la mise en place des mesures barrières, on a essayé en France de savoir quel impact cela pourrait avoir sur l'évolution d'un certain nombre de pathologies virales, ORL ou respiratoires de l'enfant. Et donc, pour cela, nous avons utilisé un réseau qui est le réseau e-cerveau, qui repose sur l'extraction automatisée de données issues des passages au service d'accueil des urgences, et notamment en pédiatrie. Et donc, ça permet un traitement en temps réel des données, et donc de disposer d'une information assez rapidement sur l'évolution épidémiologique de pathologies d'intérêt. Donc, pour cela, nous avons sélectionné 6 services d'accueil d'urgence pédiatrique en Île-de-France. Et nous avons regardé, bien sûr, avec une période pré-intervention, un certain nombre de pathologies infectieuses communautaires. Diapositive suivante. Donc, juste en un mot, comme vous le savez, on a eu une baisse assez majeure d'un certain nombre de pathologies et notamment des infections virales respiratoires qui sont des motifs majeurs de consultation aux urgences pédiatriques. Et donc, vous le voyez là, nous avions eu dès l'instauration des mesures barrières une baisse quasi sans précédent. Et donc, à ce moment-là, s'est posé la question de savoir si finalement, ce n'était pas la fermeture des écoles et le fait que les enfants se voyaient beaucoup moins les uns les autres qui avait induit cette baisse, parce qu'on a le schéma classique de la transmission de ces infections virales qui veut que ça aille essentiellement d'un enfant vers un autre enfant et très peu de l'adulte vers l'enfant. Et donc, pour tenter de répondre à cette question suivante, nous avons regardé ce qui s'est passé durant la période d'ouverture des écoles, période durant laquelle le reste des mesures barrières étaient toujours en place, notamment le port du masque, distanciation sociale, etc. Et première surprise et premier enseignement durant cette pandémie, nous avons eu une baisse qui s'est poursuivie de l'ensemble de ces pathologies, que ce soit les rhinopharyngites, les otites moyennes aiguës, les bronchiolites ou les pathologies viro-induites comme les crises d'asthme, alors même que les écoles étaient ouvertes et que les enfants ne portaient pas de masque, et notamment les petits-enfants, ce qui nous a suggéré le rôle éventuel des adultes ou des plus grands enfants dans la dynamique de transmission de ces virus, un rôle qui était jusqu'à présent sous-estimé. Et donc, diapositive suivante, la question qui s'est posée à ce moment-là, c'était OK, on comprend mieux la dynamique de transmission de ces virus, mais qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur des stratégies de santé publique? Et donc, pour tenter de répondre à cette question, diapositive suivante, nous avons recalibrer un réseau préexistant européen de services d'urgence pédiatrique dans le cadre de la Société européenne de médecine d'urgence. Donc, c'est un réseau qui comprend un certain nombre de pays, beaucoup de centres à l'échelle européenne, et nous avons proposé, dans le cadre de notre participation à ce réseau, notamment via e-cerveau, de développer un axe spécifique sur la bronchiolite pour
tenter de répondre à la question de l'impact respectif des différentes mesures barrières qui ont été mises en place sur la bronchiolite. Diapositive suivante. Et donc pour cela, nous avons pu inclure 14 pays, 27 centres à travers l'Europe et 42 000 enfants. Et donc, comme vous le voyez sur le graphique du haut, en bleu, vous avez l'évolution attendue des bronchiolites et en rouge, la modélisation des données observées. Et nous avons vu, sans surprise, une baisse majeure de la fréquence des bronchiolites au sein des services d'accueil d'urgence participants suite à l'instauration des mesures barrières. Et la question qu'on se posait, c'était quelles mesures barrières a eu un rôle. Et de par l'analyse multinationale, nous avons pu mettre en évidence le fait que le confinement, la fermeture des collèges, des lycées, mais aussi le port du masque en milieu clos et le télétravail étaient des mesures efficaces associées à une baisse majeure des bronchiolites chez le petit enfant. Diapositive suivante. Donc, première leçon, en effet, ça renforce à nouveau le rôle des adultes parce que le port du masque, évidemment, ce n'est pas chez le nourrisson qui a la bronchiolite et le télétravail également. Et puis en même temps, ça ouvre des perspectives pour des interventions que nous pourrions mettre en place pour les futures épidémies de bronchiolite, notamment au mois de novembre où nous avons un afflux majeur de patients avec une saturation hospitalière. Et donc, pour lutter contre ces phénomènes, on pourrait envisager de mettre en place de façon ponctuelle, notamment le port du masque ou proposer le télétravail à ce moment-là. Donc, des perspectives en matière d'intervention de santé publique à l'avenir. Diapositive suivante. Pour le volet bactérien, le pneumocoque est, à mon sens, une bactérie qui nous a apporté beaucoup de leçons et nous a apporté une meilleure compréhension du rôle conjoint entre le virus et la bactérie. Je voulais en dire un mot en 2 minutes. Donc, première question que nous nous sommes posées, l'impact des mesures barrières sur l'incidence des infections invasives à pneumocoque. Donc, pour cela, nous avons utilisé le PMSI, qui est un outil national qui permet d'avoir une information sur l'ensemble des diagnostics d'infections invasives à pneumocoque hospitalisés en France. Et donc là, vous voyez que suite à l'instauration des différentes mesures de distanciation, nous avons eu une baisse majeure de l'incidence des infections invasives à pneumocoque, comme ça a été observé dans de nombreux pays. Diapositive suivante. La question qui se posait à ce moment-là, c'était est-ce qu'on a moins d'infections pneumococciques parce que les enfants sont moins en contact avec le pneumocoque? Et pour répondre à cette question, vous parliez tout à l'heure du lien ville-hôpital. Nous disposons d'un observatoire ambulatoire du portage pneumococcique chez le petit enfant. Et donc là, vous voyez qu'en 2020, à l'instauration des mesures barrières, le taux de portage pneumococcique est resté constant, alors même que les incidences des infections invasives avaient chuté de façon drastique. Et donc les enfants portent toujours autant le pneumocoque, malgré le fait qu'ils soient moins en contact les uns avec les autres, malgré le fait qu'on ait eu une baisse de l'infection invasive à pneumocoque. Et donc, comment est-ce que c'est possible? Diapositive suivante. Eh bien, par les virus. Donc, via ces modèles, nous avons pu mettre en évidence le fait que la fraction attribuable de la baisse de ces infections invasives à pneumocoque, en lien avec la grippe et en lien avec le VRS, était majeure et que le rôle du portage pneumococcique sur cette épidémiologie récente était largement minoritaire. Diapositive suivante. Et donc, cela nous apporte une compréhension meilleure du rôle clé de ces virus dans la survenue d'une infection invasive chez les petits-enfants. On comprend maintenant que le portage pneumococcique est quasi inévitable, quelle que soit l'intensité des contacts entre les enfants, mais que pour passer du portage à la pathologie, le virus a un rôle clé, et donc cela peut bien sûr avoir des conséquences importantes en matière de prévention. Diapositive suivante. En un mot, quid de la dette immunitaire? La dette immunitaire est la notion qui veut que, parce que les petits-enfants ont été moins en contact avec des pathogènes, la proportion de population séroprévalente sur ces pathogènes est plus faible et donc on est plus sujet à avoir des épidémies importantes par la suite. Et donc, c'est ce qui a été observé pour le VRS. Je vous donne ici l'exemple du Québec, car je suis actuellement à Montréal, et donc, mais ça a été observé également dans d'autres pays. En 2022, sur l'hiver 21-22, nous avons eu une recrudescence majeure, à la fois plus précoce et plus intense, des épidémies de bronchiolite et de pathologies associées au VRS. Et donc, à ce moment-là, on s'est posé la question de savoir quel impact cela pouvait avoir sur l'incidence des infections invasives à pneumocoque, en lien avec ce que je viens de vous montrer. Diapositive suivante. Et donc là, on met en place une intervention, on baisse les virus, ça baisse l'incidence des infections invasives. On enlève l'intervention, les virus reviennent et
les infections invasives reviennent. On a eu une recrudescence majeure des incidences des infections invasives à pneumocoque chez l'enfant de moins de 5 ans sur la même période, novembre, décembre 2021, janvier 2022. Donc, vraiment une situation quasi expérimentale pour mettre en évidence le lien fondamental entre ce virus et la capacité du pneumocoque à passer du statut de portage à celui d'infection invasive. Diapositive suivante. Et donc, ça renforce le lien entre ce virus et cette bactérie, et ça a des conséquences majeures en termes de prévention des infections pneumococciques, et notamment des futurs vaccins VRS qui sont à des stades avancés de développement et qui pourraient permettre de prévenir cette pathologie de façon détournée et en complémentarité avec les vaccins actuellement disponibles contre le pneumocoque, les vaccins conjugués. Diapositive suivante. Donc, en conclusion, nous avons vécu depuis 2 ans une situation sur le plan épidémiologique en pédiatrie qui est inédite, avec, à mon sens, 2 points communs sur l'ensemble des études que je vous ai présentées qui me paraissent importants à souligner. Le premier élément, c'est que l'ensemble des observatoires que nous avons utilisés pour ces différentes études étaient des observatoires préexistants. On n'a pas recréé de nouvelles études pour cette période. Et ces observatoires ont été adaptés, recalibrés, étendus pour le besoin de notre recherche, mais nous n'avons pas recréé de nouveaux réseaux. Et le deuxième élément majeur, c'est que ces observatoires permettaient d'avoir des données quasiment en temps réel. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'être avant-gardistes et de pouvoir proposer des informations, des données épidémiologiques en avance par rapport à un certain nombre de pays. Ça nous a apporté des leçons incroyable en termes de compréhension de l'épidémiologie, à la fois des infections virales, de la complémentarité entre le virus et la bactérie pour induire des infections invasives chez le petit enfant, le rôle de l'adulte dans la transmission de ces pathogènes. Et ça ouvre des perspectives nouvelles en termes d'intervention de santé publique à l'avenir pour lutter contre ces différentes maladies pédiatriques. Et je dirais également que l'expérience que nous avons eue via ces différents réseaux pourra être bénéfique pour la suite, avec éventuellement la possibilité de détecter de façon précoce de nouvelles émergences. Et je pense notamment aux hépatites aiguës actuellement qui posent problème chez le petit enfant. Ces réseaux peuvent permettre d'apporter des réponses précoces et de détecter des signaux de façon extrêmement précoce. Diapositive suivante. Donc, je vous remercie pour votre attention et je tiens à remercier l'ensemble des sociétés savantes et différents réseaux qui ont participé à toutes ces études et l'ensemble des investigateurs impliqués. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Naïm. Ouais, merci. On va prendre, je pense, les questions. Je rajoute un dernier point que tu n'as pas cité, mais qui est tellement évident que tu ne penses même plus à le dire, c'est que beaucoup de ces études ont été faites avec des équipes de médecine de ville, avec des observatoires issus de médecine de ville, parce qu'on voit bien qu'il y a un continuum entre ces infections virales dont l'essentiel sont pris en charge en ambulatoire, et puis la pointe de l'iceberg, les quelques infections invasives à pneumocoque extrêmement sévères. Donc, on va prendre les différentes questions. Ouais, Jade, tu te connectes, et puis il y a aussi Pascal, peut-être, qui avait levé la main. Oui, moi j'avais. Oui, il y avait Yazdan qui voulait poser une question, mais Pascal, peut-être d'abord, oui. Non, mais j'ai une question. Certains enfants bénéficient d'un traitement préventif du VRS qui est le Synagis. Est-ce qu'il y a eu une étude qui a montré si les enfants qui bénéficiaient du Synagis avaient été, on va dire, moins touchés par le pneumocoque que les autres? Alors, pour le pneumocoque, malheureusement, on ne pourra pas répondre à cette question parce que le Synagis est proposé à une toute petite portion des enfants, qui sont les enfants qui sont très à risque d'infections associées au VRS sévère. Or, l'infection invasive à pneumocoque est une pathologie peu fréquente et donc pour mettre en évidence une différence d'incidence, il faudrait une population exposée un peu plus importante. En revanche, on va pouvoir probablement répondre à cette question quand on va élargir cette immunoprophylaxie. Il y a un certain nombre d'immunoprophylaxies qui sont actuellement à des stades avancés de développement, notamment 2 publications récentes dans New England sur des molécules qui pourront possiblement être proposées de façon plus large aux petits-enfants. Et à ce moment-là, on pourra regarder s'il y a des conséquences en termes de pathologie sur le pneumocoque. Mais c'est une excellente question à laquelle on pourra, j'espère, répondre prochainement. Je complète la réponse aussi, non pas chez les enfants, mais pour les adultes. Moderna est en train de préparer un vaccin multivalent
VRS, grippe et SARS-CoV-2, et l'idée étant de prévenir effectivement les infections pulmonaires chez les personnes âgées. Donc, on voit là encore le lien, on va dire, entre la pédiatrie et l'infectiologie adulte qui est très clair. Yazdan, on t'écoute? Oui, en fait, juste 2 minutes. Bonjour à tous. Je voulais premièrement remercier Hélène Gilardi et Virginie Barabé pour l'organisation de cette réunion. Je pense que c'est très important. Et juste revenir un peu sur la recherche à l'AP, au CHU en général, où vraiment, je pense qu'ils ont beaucoup donné pendant cette crise et je pense que c'est important. C'est pour ça qu'on voulait mettre cette thématique. Et deuxièmement, pour dire que c'est vrai que moi, je ne le savais pas du tout avant cette crise, la difficulté des ordres supplémentaires, des astreintes pour la recherche. Et je pense que dans une structure comme la PHP ou l'Université de Paris-Cité, il n'est pas possible que pendant 3 jours par semaine, on ne fasse pas de la recherche auprès de nos patients. Et je pense que vraiment, il faut que ce soit une situation qui soit régularisée. Il faut qu'on ait vraiment une réflexion. Sylvie, là, on a fait part pour la suite. Voilà, merci. C'était juste ce message. Merci beaucoup, Yazdan. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on laisse la parole à notre doyen pour la conclusion? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, M. Ruzniewski, à vous la parole. Merci, Jade. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, je n'ai pas pu suivre dans sa totalité ce webinaire parce que j'étais moi-même en consultation avec beaucoup de patients ce matin. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai bien conscience de diriger une UFR dans laquelle les problématiques liées aux maladies infectieuses sont traitées à un niveau d'excellence que je pense tout le monde peut nous envier. Je ne pense pas qu'il y ait d'UFR où les maladies infectieuses, dans quasiment tous leurs aspects, soient traitées à ce niveau en intra-universitaire avec les partenariats qui se sont récemment noués. Et donc, je pense qu'on tient là, et évidemment, le contexte actuel ne fait que souligner encore plus cette notion-là, on tient là une des grandes forces de l'UFR de médecine de l'Université Paris-Cité. Donc, moi, ce que j'espère à partir de là, et ça sera peut-être ma conclusion plutôt que de vous dire des choses plus classiques, c'est qu'on va pouvoir s'affirmer au plus haut niveau de la recherche. Et j'ai bien entendu, entre autres, ce que Yazdan vient de dire. Et c'est vrai que, bon, alors ça ne dépend pas tellement de l'université, mais c'est vrai qu'on a encore pas mal de progrès d'organisation à faire dans le fait de pouvoir travailler tous les jours, etc. Mais j'espère surtout, et moi je mettrai tout en œuvre, en tout cas à mon niveau, pour que l'UFR et l'université soutiennent cette dynamique des maladies infectieuses dans l'ensemble de l'UFR, bien entendu avec en arrière-plan déjà la construction d'un bâtiment spécifique sur le campus Nord. Tout ça me paraît vraiment compter beaucoup si on veut non seulement continuer, mais augmenter notre visibilité déjà très importante dans le domaine de ces maladies infectieuses. Donc voilà, moi, mon rôle de doyen, ça sera de vous aider, de vous accompagner dans les démarches que vous ferez ou même que vous faites pour faire grandir encore la thématique. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux intervenants, aux participants. Et je vous propose de revoir ce webinaire sur le YouTube APHP Nord, Université de Paris-Cité. Ce sera bientôt en ligne. Et en tout cas, un grand merci à vous. Et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous du GHU. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.